Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Top Success. Quel plaisir d'être avec vous en ce vendredi soir. Aujourd'hui, nous accueillons une afro-championne. Nous recevons une entrepreneure à succès qui va nous parler de cosmétiques. Alors, je suis vraiment ravie de pouvoir partager, échanger avec vous aujourd'hui. Je vous demande donc, comme d'habitude, de partager l'émission, de vous connecter massivement, mais surtout de venir vous enrichir. On va parler business. Si vous n'y connaissez rien dans les cosmétiques, c'est aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Venez écouter, mais surtout venez vous enrichir pour que vous aussi vous appreniez à développer votre entreprise. On reçoit donc une entrepreneure qui va nous parler de cosmétiques. Elle a déjà beaucoup d'expérience dans ce milieu, mais le plus important, c'est que vous vous lanciez dans le business. Parmi nous, il y a des salariés ou il y a des entrepreneurs qui viennent juste de se lancer. Il y a tout type de profil. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde va pouvoir trouver son compte aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, nous allons quand même lancer le générique pour démarrer, comme il se doit cette émission, et accueillir notre entrepreneur. À tout de suite. De retour dans Top Success et je suis plus que ravie d'être avec vous. Vous êtes sur YouTube et sur Facebook et aujourd'hui, on va interagir comme toujours. Vous avez la plateforme, vous avez les commentaires, vous avez le chat pour interagir, pour partager vos expériences aussi dans le milieu des cosmétiques, mais aussi vos questions. Donc, j'attends que le nombre de personnes augmente pour que nous puissions recevoir comme il se doit notre entrepreneur qui nous fait déjà l'honneur, le privilège aussi d'être avec nous. On sait que voilà, chacun, chacune, chaque personne qui entreprend un parcours, voilà, assez, ça bouge dans la journée et les emplois du temps, bien évidemment, ne nous laissent pas forcément l'occasion de faire des émissions avec des entrepreneurs à succès. Et là, ce soir, on est vraiment ravis. Hello MyTune, quel plaisir. Merci encore une fois de participer à l'émission Top Success. Je suis ravie que tu sois encore là. Je sais que quand tu es présent, l'émission est animée comme jamais. En tout cas, ça fait plaisir de recevoir ce soir une entrepreneure vraiment qui est en Belgique, hein, si je ne me trompe pas, qui est en Europe et qui va vraiment nous parler des produits cosmétiques. Comment est-ce qu'on réussit dans ce domaine? Mais surtout, quels sont les secrets de toutes les personnes qui arrivent vraiment à faire en sorte que leur marque ont un nom qui porte? Quels sont les secrets aussi de la longévité dans ces milieux-là? Parce qu'avec tous les marques et tout ce qui sort chaque jour, c'est pas facile de se faire une place au soleil. Bien évidemment, je vais vous demander de partager l'émission pour les personnes qui sont sur Facebook et pour celles qui sont sur YouTube, bien évidemment, pour que notre invité puisse venir en direct. Alors, je vais vous proposer quand même un léger reportage pour que vous puissiez savoir qui elle est, ce qu'elle fait et où est-ce qu'elle va. À tout de suite. Missouri est une plateforme en ligne. C'est une boutique en ligne qui propose différents créateurs et différents produits cosmétiques. Mais en plus, en fait, tous les produits sont créés par des créateurs noirs internationaux qui connaissent exactement les différents problèmes en fait qu'on peut rencontrer en tant que personne noire, mate ou métissée. Missouri est destiné aux hommes, aux femmes et aux enfants à la peau noire, mate et métissée. Missouri est né en 2018 suite à différents problèmes de peau que j'avais avant. Donc je n'arrivais pas à trouver vraiment des produits qui me correspondaient, qui répondaient à mes besoins. Donc mon mari et moi, on a créé Missouri, la plateforme Missouri. Ce qui me passionne particulièrement, c'est les personnes. J'aime les personnes, je crois aux personnes, je crois à leur fond, à leur potentiel. Alors pour toutes vos solutions beauté, en un clic, allez sur missouri.be. Après ce beau reportage, nous aurons le plaisir d'accueillir et de recevoir en direct ce soir, je peux dire en exclusivité parce que c'est la première fois que nous recevons une femme dans les cosmétiques, Madame Charlène Bouy. Bonsoir et bienvenue à vous, Charlène Bouy. Hello, bonjour, bonsoir en tout cas. Bonsoir, effectivement. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, merci.
Super. En tout cas, je suis très ravie et l'équipe aussi qui est derrière, qui œuvre aussi à ce que l'émission se déroule bien. Très, très, très ravie de vous recevoir dans cette émission. La première chose que j'ai envie de demander, c'est comment est-ce que le business des cosmétiques se passe en 2021 avec tout ce qui se passe? D'abord, moi, je prends déjà à vous remercier aussi pour l'invitation. Merci, c'est un honneur pour moi en fait d'être là et de pouvoir partager, échanger. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, donc merci beaucoup. Et donc, pour répondre à la question, comment ça se passe le business des cosmétiques en 2021? Disons que ça se passe très très bien. Très très bien. Le business des cosmétiques est un business qui est en pleine forme d'ailleurs, ça se passe super bien, que ce soit au niveau de l'international, un peu partout dans le monde. C'est un business qui connaît des chiffres en termes de chiffre d'affaires, en termes de part du marché. C'est un gros, gros, gros business qui se porte, disons, très bien, mais pour ceux qui savent en tout cas y faire dans ce milieu. D'accord. Donc, on va dire que 2020, enfin, de 2020 à 2021, il n'y a pas eu de gros incidents dans le milieu des cosmétiques alors? Pas du tout. D'ailleurs, ça a été un avantage parce que on parle bien des cosmétiques, donc dans cosmétiques, je mets un peu de tout. Hein. Donc, aussi bien le soin de corps, le soin de visage, peut-être un peu moins au niveau maquillage à cause du port du masque, Oui. un peu moins en termes de business, mais tout ce qui est soins corporels, soins pour les cheveux, c'est un business qui est un boom. C'est un boom, c'est un gros boom en tout cas. Alors, je vais directement mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce Oui. que Missouri? Alors déjà, pourquoi ce nom? Vraiment, voilà, ça reste. On ne peut pas être indifférent à ce nom. On l'entend tout de suite, ça sonne. Pourquoi Missouri? Alors, je vais même couper mon micro à chaque fois que vous allez parler, comme ça va être un peu mieux. Alors, pourquoi Missouri et qu'est-ce que Missouri surtout? D'accord. Pourquoi Missouri? Missouri, d'abord, qu'est-ce que Missouri? Missouri, c'est une plateforme. Donc, c'est une plateforme qui regroupe des produits cosmétiques. Et puis, j'avais vraiment à cœur, après avoir eu beaucoup de problèmes de peau. Donc, j'ai eu pendant plusieurs années beaucoup de problèmes de peau. Je ne trouvais pas des produits en Belgique. Donc, du coup, je devais commander mes produits aux États-Unis. Donc, il dit les États-Unis, il faut payer les frais de port, il faut payer la douane. Et donc, parfois, ça coûtait beaucoup plus cher, même que le produit. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, j'en ai ras-le-bol, il faut bien que je fasse quelque chose. Je suis sûre qu'on est nombreuses à avoir le même problème, donc il faudrait bien répondre à ce besoin qui est tellement présent. Et donc, Missouri, pourquoi? Parce que je voulais quelque chose qui parlait de beauté, mais beauté, pas beauté de manière un peu beauté camouflage, un peu comme on peut le voir parfois, la personne on la reconnaît plus, on a un avant-après, on se dit mais attends, mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est quoi l'arnaque? Mais vraiment beauté racine. Donc Missouri, ça vient de deux mots en swahili qui veut dire uzuri pour beauté et Mizizi pour racine. Donc, c'est vraiment beauté racine. Donc, on est fiers de celle qu'on est. Si tu as des cheveux crépus, peu importe, hein, des cheveux crépus, ta peau, la mélanine, on est hyper fiers de la personne qu'on est, d'où le nom Missouri. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, moi je vous entends en tout cas. Super. Il y a quelques petites turbulences, mais on va avancer dans l'émission. Alors, effectivement, c'est un nom donc qui inspire le côté un peu racine, le côté, on va dire, la terre, vraiment, d'où est-ce qu'on vient et quelque part l'héritage de cette beauté naturelle, si je peux le dire ainsi. Quelque part, c'est comme si on revendique, c'est comme si on disait qu'aujourd'hui, eh bien, on a un peu de mal à présenter cette beauté naturelle. Aujourd'hui, c'est plus, on est belle avec du maquillage, avec peut-être même plus des fossiles, enfin tout ce qui va avec. Mais une femme qui met des crèmes, qui met juste des crèmes et qui, voilà, n'est pas trop attrayante, j'ai envie de dire. Est-ce que derrière ce nom, derrière cette envie de créer des cosmétiques pour peau noire et métissée, on va en reparler plus tard, il n'y a pas quand même une envie de revendiquer la femme naturelle? En effet, c'est vraiment l'idée de départ. L'idée de départ, c'est vraiment que la femme, pas seulement la femme, l'homme aussi, hein, parce qu'il y a aussi des hommes, donc pas seulement la femme, l'homme aussi puisse vraiment être fier en fait de celle qu'on est, de celui qu'on est, donc de revendiquer sa beauté originelle. D'accord? Et donc, il faut savoir que Missouri, on ne crée pas de produits. Pour le moment, nous ne créons pas encore de produits. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il existe tellement beaucoup de créateurs noirs qui ne sont pas forcément connus.
D'accord? On va plutôt nous présenter dans les supermarchés, dans les magasins, on va nous présenter tellement des produits qui sont faits par des non-noirs pour les noirs. Ouais. Alors, l'idée de Missouri, quand on parle de beauté, de racines, c'était de dire, il existe des créateurs qui sont des créateurs noirs, des créateurs métissés sur le continent africain, dans la diaspora, qui créent eux aussi des produits. Donc, en fait, le but, c'est aussi d'aller chercher ces créateurs, de les mettre en valeur, de faire découvrir leurs produits, parce qu'on s'est dit toujours, qui connaît mieux notre peau, par exemple, qu'une personne qui est comme moi. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on va souvent acheter nos produits cosmétiques chez des Indiens, mais ces personnes ne connaissent pas, en fait. Ne connaissent pas, tu vas leur parler de mélanine, ils ne connaissent même pas c'est quoi. J'ai eu le cas, j'ai eu des problèmes d'hyperpigmentation. Je suis partie dans une boutique à Bruxelles, j'ai demandé, j'aimerais bien une crème parce que j'ai de l'hyperpigmentation. Il m'a répondu, qu'est-ce que c'est? Waouh. Si la boutique, elle s'appelle Boutique Afro, mais pourquoi tu me demandes qu'est-ce que c'est de l'hyperpigmentation? Donc, du coup, la personne, elle est allée, elle m'a ramené une espèce de savon. Elle m'a dit, tu vas utiliser ce savon, c'est pour claircir. Mais non, je n'ai pas besoin de claircir, j'ai juste besoin de traiter mon hyperpigmentation. Tu vois, c'est vraiment ce côté, on veut vraiment montrer que, voilà, il y a une partie éducative parce que, voilà, on va aussi éduquer, par exemple, les jeunes filles de dire, il faut pas s'éclaircir la peau. Si tu as un problème, tu as des problèmes d'acné, tu n'as pas besoin forcément de t'éclaircir la peau, tu as juste besoin de les traiter avec des produits originels, des produits naturels, qui sont créés aussi par une femme ou un homme comme moi, en Afrique parfois, et voilà, et qui sont bons pour ta peau. Donc, tu n'as pas besoin de camoufler avec un peu tout ce qu'on peut voir pour le moment. Alors justement, c'est ce problème d'éclaircissement de la peau, on va en parler. On va en parler dans le fil de l'émission parce que c'est aussi on va dire un fléau quelque part. C'est vraiment un fléau, j'ai envie de dire international, hein, parce que même au Japon, même en Inde, beaucoup de femmes s'éclaircissent par rapport à ce qu'on sait, voilà, la publicité, les médias, les canons de beauté à l'occidental et tout. Mais avant toute chose, donc, lorsque vous décidez donc de créer cette plateforme qui regroupe des créateurs justement de produits pour peau noire et métissée, hommes et femmes, et j'ai envie de dire même enfants, hein, parce que voilà, tout le monde peut utiliser. La première chose qui vous vient en tête, c'est de se dire, est-ce que vous vous dites, on vient pas pour conquérir le marché, on vient juste pour imposer notre vision, ou alors derrière, il y a vraiment une volonté de devenir leader pour les peaux noires? Bien sûr, le but de Missouri, c'est vraiment de se positionner en tant que référence, en tant que leader pour les personnes à la peau noire pour trouver des produits. Donc, en fait, on aimerait bien, par exemple, aujourd'hui, si vous allez dans des grandes enseignes, vous n'allez pas trouver des créateurs africains, par exemple. Donc, on aimerait bien être aussi au niveau Missouri, c'est le label de qualité. Donc, on va aussi aller chercher des créateurs qui soient en Afrique, dans la diaspora, en Europe, un peu partout, ces petits créateurs qui sont forcément pas connus, qui ne sont pas très à l'aise, que ce soit au niveau de leur marketing, que ce soit au niveau un peu de tout, de l'offre aussi. Hein. Donc, vraiment, de les tenir par la main et dire, voilà, on a une plateforme qui est Missouri, on va faire vraiment l'effort de vous aider, mais surtout de se positionner en tant que leader pour les peaux noires et métissées. Exactement. Donc, leader dans le secteur pour peau noire et métissée. Derrière ça aussi, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de compagnies aussi qui jouent justement avec ce côté, voilà nos produits pour peau noire, alors qu'on sait très bien que derrière, ce sont des grandes multinationales qui juste ont compris que les femmes noires ou les noirs étaient des gros consommateurs, quand on achète pour 10 parce que on achète pour la famille et que voilà, c'est tous les mois, donc c'est un gros business derrière. Comment est-ce que vous faites pour, encore une fois, vous imposer, ne serait-ce que dans les magasins? Parce que moi, par exemple, en bas de chez moi, il y a une pharmacie où je retrouve des produits qu'on retrouve chez Missouri, notamment la marque, je crois, Inoya, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, moi, je les vois en pharmacie, je suis contente quand j'ai découvert que c'était des Africains qui étaient derrière ces projets. Je suis très, très contente. Et encore une fois, je ne me gênerai pas pour les acheter, ne serait-ce que par, comment dirais-je, fidélité pour la communauté. Mais derrière vous, comment est-ce que vous vous arrangez pour justement vous imposer dans des pharmacies, dans des parapharmacies, parce que parfois dans des centres commerciaux, il y a aussi ces produits-là qu'on retrouve. Il y a quand même un combat pour être le plus visible en boutique. Comment est-ce que vous faites, encore une fois, pour
ne pas vous retrouver tout en bas dans les rayons. Quel est votre secret justement pour ce positionnement? D'accord. Comme je l'ai expliqué, pour le moment, on regroupe des produits. Donc, on n'a vraiment pas nos produits créés par Mesuri. D'accord? Donc, c'est vraiment, en fait, c'est une plateforme. Donc, qu'est-ce que nous, on va faire? On va vraiment jouer un peu le pont entre les créateurs et les consommateurs. Et donc, Mesuri est vraiment au milieu, en fait, tu vois. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher des pépites. On va aller trouver des marques. La première chose qu'on va faire dans l'équipe, on va tester les produits. On ne peut jamais vendre les produits tant qu'on ne les a pas testés. Donc, on va tester, on va vérifier au niveau de la composition. D'accord? Donc, si un créateur, enfin, imaginons Inoya, si Inoya aujourd'hui se retrouve sur notre plateforme parce qu'on a testé Inoya, on a vérifié la compo, on a vérifié la liste des ingrédients. OK, ça passe. OK, d'accord, on est d'accord. D'accord? Donc, on ne peut pas, par exemple, retrouver sur Mesuri des produits à base d'IQ. Ces genres de produits, on ne peut pas les retrouver sur Mesuri. Donc, en fait, on va vraiment être le pont entre les marques et les consommatrices, l'utilisateur final. Donc, nous, on va faire un peu ce filtre. On va filtrer pour l'utilisateur. Donc, on va vérifier, est-ce que le produit, il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Ben voilà. Une fois, s'il se trouve sur Mesuri, donc ce produit, il est bon, il est sans danger. S'il y a des produits qui ne se retrouvent pas, tout simplement parce qu'au niveau compo, même si on va mettre le côté pour peau noire, spécialiste peau noire, on est les experts numéro 1, mais parfois, au niveau compo, ce n'est pas très... c'est nocif même. Donc voilà, donc nous, on va vraiment faire ce pont, on va être là, on va être un peu la voix du consommateur. Donc, vous êtes un peu la voix des sans-voix parce qu'en réalité... bon, disons que la communauté noire n'a pas une grande influence dans le milieu des cosmétiques. Il n'y a rien qu'à regarder, par exemple, bon, je vais parler d'un produit qui n'est pas forcément recommandable, mais par exemple, quand on prend l'exemple des défrisages, moi, j'ai toujours vu des femmes noires dessus et j'ai toujours cru que les défrisages étaient faits en Afrique. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert que je crois que c'était L'Oréal qui était derrière les défrisages. Certains défrisages qu'on a eu l'habitude d'utiliser quand on était petite, la boîte violette, j'ai oublié le nom. Et franchement, j'ai été choquée. Mais pour savoir ce genre de choses, il faut aller derrière, il faut aller fouiller dans les conditions générales. Enfin, il faut vraiment avoir envie de faire des enquêtes, quoi. Et ça fait vraiment de la peine de voir que tout cet argent, parce que vraiment, les Africains, les Noirs même en général, ce sont des gros consommateurs. Ils sont capables de dépenser des fortunes pour être jolis, pour sentir bon, pour être propre et tout. Voilà. Donc, c'était un peu effrayant justement de voir que derrière, il y a toute cette armada d'entreprises, de grandes maisons qui se livrent la bataille des produits cosmétiques pour peau noire. Alors, la chose que j'aimerais quand même demander, c'est que, quelque part, tout ce qui est produits cosmétiques pour peau noire devrait nous revenir. Mais on a quand même l'impression que peut-être les Africains eux-mêmes ne sont pas intéressés par ce marché, ou alors c'est le contraire. Est-ce que c'est parce que justement les grandes entreprises sont trop présentes qu'on ne voit pas les petits créateurs? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette question? La première chose, bien évidemment, c'est parce que les grandes entreprises, elles sont tellement présentes. Bien évidemment, elles ont le budget, que ce soit pour le marketing, elles ont un gros budget, c'est plusieurs millions, d'ailleurs, en termes de budget marketing, qu'on ne va pas trouver chez les petits, enfin, moi, j'aime pas les appeler les petites marques, en fait. J'aime bien les appeler les pépites, en fait. Ce sont des pépites parce que forcément, en fait, une fois qu'on trouve, en fait, on les trouve, on découvre ce qu'ils font, on se rend compte que, waouh, c'est tellement magnifique, en fait, leurs produits. Mais bien évidemment, je pense aussi que l'Africain ou le noir, peut-être pas le noir américain, l'afro-américain, mais plutôt l'Africain va avoir avoir peur, en fait, de se lancer. Donc, en fait, on va échanger, par exemple, avec certains de nos créateurs, de nos partenaires, qui va peut-être créer, qui va me dire, OK, on va se lancer dans les cosmétiques. Alors, j'ai créé une crème à base de beurre de karité. Et quand je lui pose la question, mais pourquoi le beurre de karité? La personne ne sait pas me répondre. Elle me dit, oui, mais parce que le beurre de karité, ça fonctionne. Oui, mais bon, on est quand même 50. Il y a peut-être 10 000 marques qui font du beurre de karité. Donc, est-ce qu'on va créer juste pour le fait de créer, pour vendre, pour dire que parce que ça vend et non pas parce que ça répond à un besoin? Donc, les grandes marques ont compris. Les grandes marques vont être là au milieu des femmes noires, des hommes noirs. Ils vont leur demander c'est quoi vos besoins. Donc, celui-là va lui dire moi, j'ai plus envie de voir mes cheveux crépus, j'ai envie que mes cheveux soient défrisés. Ils ont créé du défrisant. Moi, j'aime pas ma peau noire. J'aimerais bien avoir un teint un peu,
teint métis, comme on aime bien le dire, et ben boum, on va faire sortir de l'hydroquinone. C'est vraiment par rapport aux besoins. Moi, je pense que les créateurs, les marques afro, avant de créer les produits, la première des choses à faire, c'est d'abord d'aller trouver, aller vers la clientèle, aller vers les consommateurs, demander-leur c'est quoi leurs besoins. Il faut d'abord comprendre le besoin avant de créer sa société de cosmétiques, sa marque de cosmétiques. Alors, quand on parle de besoin, c'est très intéressant parce que à la fois, il y a des gens dans la communauté qui vont vous dire, ben moi, par exemple, ma maman en Afrique ou ma tata ou ma grand-mère peut me donner du beurre de karité, du beurre de cacao, du beurre de tout ce qu'on veut. J'ai pas besoin d'autre chose si j'ai juste envie d'avoir ma peau comme elle, comme je le souhaite. Et puis il y en a d'autres qui vont dire non, on sait pas trop, on vous connaît pas trop. Nous, on a l'habitude de voir certaines marques comme les Mixa, les choses comme ça au pays. Ici, on a grandi avec tout ça. Donc, on fait confiance. En plus, ils mettent du beurre de karité dedans. Donc, finalement, on fait confiance et c'est ce qu'on veut. À un moment donné, j'ai envie de dire, c'est le combat des cosmétiques pour les Noirs, fait par les Noirs. Est-ce qu'il n'est pas perdu d'avance? Et je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais c'est une question qu'on a en droit de se poser quand on voit que quand quelqu'un fait un produit qui marche, qui est de la communauté, tout de suite, il y a un grand groupe qui va revenir derrière, qui va dire, est-ce qu'on peut vous racheter? Est-ce qu'on peut faire ceci, cela? Et puis, les gens, ils cèdent. C'est un peu comme avec peut-être tout ce qui est WhatsApp et tout. Dès qu'il y a un truc qui devient grand, qui prend l'ampleur, eh bien, les grands, ils viennent pour bouffer un peu. Est-ce que c'est pas perdu d'avance? C'est pas perdu d'avance. Pourquoi? Parce que moi, bien évidemment, je suis beaucoup l'actualité des cosmétiques. Donc, je regarde un peu comment ça se passe dans le monde, que ce soit des cosmétiques pour les peaux caucasiens ainsi que les Noirs. Donc, quand tu regardes, par exemple, aux États-Unis, les Noirs américains, ils ont pris le marché. À un moment donné, il faut pouvoir résister à tout cela et dire non, dans le but de créer aussi des entreprises pérennes, de se dire, OK, je crée une entreprise aujourd'hui des cosmétiques, ce n'est pas seulement pour moi, je crée un héritage pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Il faudrait que moi j'aimerais qu'aujourd'hui, lorsque je ne suis plus là, mes enfants vont continuer dans Missouri, mes petits-enfants vont continuer. C'est ça le but en fait. Donc, quand on a déjà une idée derrière, on se dit, je vais créer une marque parce qu'après, L'Oréal va venir m'acheter à 50 millions, je vais lâcher. Oui, là, je suis d'accord, le combat, il est perdu d'avance. Mais lorsqu'en fait, j'ai un objectif, je me dis, non, je crée une société qui va perdurer dans le temps. Ça va être un héritage pour les enfants, pour les petits-enfants, pour les générations, les générations futures. Alors là, le combat, il n'est pas perdu. Pas du tout. Et on est capable, de toute façon, en tant qu'Africain, on est capable de se réapproprier ce marché, ce business des cosmétiques pour les Noirs, par les Noirs. C'est possible. Alors, moi, je ne dis pas que c'est un combat qui est perdu d'avance. Non, j'y crois pas. J'ai la foi en tout cas. Alors, pour vous qui êtes dans les cosmétiques, vous avez tout intérêt à avoir la foi parce que justement, c'est votre domaine et vous voyez les évolutions, vous voyez comment est-ce que justement tous ces créateurs arrivent à prendre de l'essor, arrivent aussi à travailler en équipe parce que derrière, il faut aussi des réseaux, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Mais on va quand même demander à toutes les personnes qui sont déjà là de partager l'émission et de ne pas hésiter à nous mettre un petit commentaire parce que notre entrepreneur est avec nous depuis la Belgique. Si je ne me trompe pas, voilà, depuis la Belgique. Et vraiment, elle nous fait le privilège d'être là. Je suis vraiment ravie aussi de l'accueillir et de l'avoir parmi nous. Alors, quand même, on veut quand même en savoir un peu plus sur Missouri. Missouri est partie de cette histoire que vous ne trouviez pas justement les produits que vous vouliez. Vous étiez obligé de les faire venir depuis les États-Unis. Derrière Missouri, donc, il y a l'histoire aussi d'une femme qui avait cette envie justement d'avoir à proximité les produits qu'elle utilise au quotidien, tout à fait logique. Mais derrière Missouri, il y a un être humain, une femme qui a une famille, qui a des parents. Quelle est l'histoire même de justement la naissance de cette entreprise en tant que telle? Là, je parle vraiment pour toutes les personnes qui sont entrepreneurs, qui sont là, qui nous écoutent, ou qui sont salariés et qui aimeraient un jour se lancer dans le business. L'histoire de Missouri, ça date un peu plus de 12 ans. Voilà. Vraiment, en fait, c'était... à l'époque, je ne suis pas mariée, je suis très jeune. En tout cas, je suis très jeune avec celui qui est mon mari aujourd'hui, avec qui on a cofondé Missouri. Et à l'époque, il ne comprenait vraiment pas pourquoi je devais à chaque fois commander mes produits tellement loin. En fait, il ne comprenait pas.
Il n'arrêtait pas de me dire, bah, c'est pas possible, comment tu fais, pourquoi tu n'achètes pas tes produits en Belgique? Alors, j'arrêtais pas de lui dire, bah non, en Belgique, je trouve rien d'important, rien d'intéressant. Et donc, la seule fois que j'ai acheté des produits ici en Belgique, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée avec la peau décapée. Oui, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ma peau a été décapée complètement. Je crois, au bout de 2 mois, j'avais changé de ton. J'étais, waouh, waouh. Limite, j'étais métissée. Et donc, directement, il m'a dit, waouh, non, tu dois arrêter ça, c'est pas possible. Là, ça tourne au ridicule, tu dois vraiment arrêter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'en fait, que tout a commencé parce que j'ai arrêté ce produit-là. J'ai arrêté. Donc, une fois que tu arrêtes, tu commences à avoir des tas de problèmes de peau. Donc, je suis passée par de l'acné, je suis passée par des taches, je suis passée par tout un tas de trucs. Et là, c'était la catastrophe. Vraiment, je ne savais plus quoi faire. J'ai tout essayé. Je crois que j'ai dépensé un peu plus de 5 000 € en produits cosmétiques. J'ai tout essayé. J'ai acheté tous les produits et rien ne fonctionnait jusqu'à ce que je suis arrivée. Enfin, j'ai découvert un site aux États-Unis tenu par une femme afro, une femme noire, qui donnait des tas de conseils, comment prendre soin de sa peau, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une peau à problème. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, il y a plusieurs années, mon mari m'avait dit à l'époque, pourquoi tu ne créerais pas une boutique? Alors, je lui ai dit, ben non, moi, je ne veux pas créer une boutique, moi, je veux faire des études de comptable, parce que je suis comptable à la base, donc non, c'est hors de question. C'est là que je me suis dit, il y a un problème, il faut une solution. Alors, soit je reste dans mon petit coin, je me dis, ben, j'en ai marre, je râle et je continue à acheter des produits très chers, soit je deviens cette solution moi-même. Et c'est comme ça que mes oreilles a été créées. Ça fait 3 ans, je me suis dit, non, maintenant, ça suffit. Il faut que les choses puissent changer. Il faut que je le fasse, au fait. Je suis sûre que je ne suis pas seule. Donc, il y a un problème qui existe, il y a un problème qui est là. Alors, moi, je ramène cette solution. Je serai la solution au travers de mes oreilles. C'est comme ça que mes oreilles est née. Waouh! En tout cas, c'est impressionnant de voir quand même que derrière ce produit, derrière ce bébé, hein, parce qu'on aime dire qu'une entreprise, c'est un bébé, il y a quand même le parcours d'une femme qui a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent juste pour être belle, quoi. C'est quand même impressionnant. Mais ça montre à quel point, bah, déjà, le secteur est très porteur parce que non seulement on a envie d'être jolie, peut-être on a envie, voilà, d'avoir une peau éclatante, ou alors on a des boutons. En fait, il y a toujours un, un besoin qui doit être comblé pour tous les types de peau. Donc, on va y arriver. On va parler aussi des types de peau parce que vous êtes vraiment à même de nous parler comme il se doit de ça. Mais avant tout, on peut quand même revenir sur ce souci donc d'éclaircissement de la peau. Je pense que c'est la partie qui intéresse tout le monde. Alors, comme vous aviez dit justement que vous avez utilisé un produit qui vous a décapé et tout, vous avez donc clairci pendant un moment. Est-ce que vous n'avez pas été tenté justement de garder ce teint clair, ce teint dont on dit que justement la femme noire, quand elle est claire, eh ben, c'est qu'elle est belle. Est-ce que vous n'avez pas été tenté de vous dire, oh, finalement, c'est pas mal hein, cette couleur, je crois que je vais garder ça. Bon, derrière, ça voulait dire qu'on renonce à, voilà, les racines, enfin tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais à un moment donné, vous n'êtes pas dit, non, franchement, en fait, la femme claire, la femme métisse, elle est beaucoup plus jolie, je garde. Est-ce que vous n'avez pas été tenté en toute sincérité? En toute sincérité, pas du tout. J'avais eu très peur. Pourquoi? Parce que les effets de l'hydroquinone, en fait, je le connais. Parce que malheureusement, ma maman, c'est une histoire vraie, voilà. Donc, ma maman souffre de ça, en fait. Hein. Ma maman a utilisé des produits cosmétiques éclaircissants pendant très longtemps. Donc, en fait, j'ai vu les effets. Donc, du coup, en fait, je m'étais toujours dit, oh non, c'est hors de question que ça m'arrive aussi. Parce que si ça m'arrive, ça risque d'arriver à ma fille. Voilà, donc c'est hors de question. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai paniqué. La première des choses que j'ai fait, j'ai tout mis à la poubelle. Je me suis dit, non, c'est hors de question. Je suis partie dans la boutique où j'ai acheté les produits parce que c'est des produits, je ne peux pas citer la marque parce que, voilà, Wow. je ne vais pas citer la marque parce que c'est vraiment un produit enfin, en tout cas, on me l'a vendu pour peau noire, pour embellir la peau noire. On ne m'avait pas dit que c'était pour éclaircir la peau noire. Donc, entre éclaircir et embellir, c'est deux mondes différents. On ne parle pas d'éclaircissement. Tout Et à fait. bon, voilà, donc soit ça éclaircit, soit ça embellit. On est d'accord. Donc, le fait d'avoir vécu, d'avoir vu ma mère, mes tantes avec un visage un peu, voilà, il y a des taches noires, vertes, avec un visage qui commence à avoir
Non, c'était hors de question. C'était hors de question. Je n'étais pas du tout tentée. Je n'étais pas du tout tentée. Je voulais mon teint noir, je voulais mon teint chocolat. Non, je n'étais pas du tout tentée. En toute sincérité, non. Mais alors, les femmes, justement, les femmes de votre entourage, toutes ces femmes justement que vous avez côtoyées, enfin, vous avez vu quand même quelque part la souffrance au début. On part du principe qu'on veut devenir encore plus belle en étant claire, et on se rend compte qu'en fait, finalement, il y a des zones qui sont plus claires que d'autres. Plus on rajoute du produit éclaircissant, la peau, au lieu de devenir claire, elle devient rouge. Puis après, on voit les veines. Enfin, on a tous vu des tatas ou des tontons, même il y a des hommes aussi qui souffrent justement à force de vouloir devenir trop jolie. En fait, finalement, on gâte tout. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas eu justement la création justement de cette plateforme? C'est pas poussé justement pour aider aussi ces femmes ou ces hommes qui ont envie de rebrousser chemin, comme on dit, qui ont peut-être envie justement de quitter après peut-être 20 ans, 30 ans d'utilisation. Il y a des gens, ils utilisent depuis qu'ils sont très très jeunes, et à un certain âge, elles ont des arrière-enfants, elles continuent, moi j'en connais d'ailleurs dans mon entourage, qui continuent d'utiliser, malgré que les produits éclaircissants n'ont plus aucun effet. Après plusieurs années d'utilisation, ça ne marche plus du tout. Donc, il n'y a pas cette volonté justement d'aider aussi les personnes, parce que vos produits, enfin les produits sur la plateforme, pour peau noire, pour peau sèche, pour peau grasse, aussi peut-être pour peau, je ne sais pas quel mot utiliser, pour peau délabrée, je sais pas. Est-ce que derrière ça aussi, vous n'avez pas aussi cette ambition d'aider les gens à revenir au teint chocolat, comme vous disiez? Franchement, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir d'un certain moment, c'est trop tard. C'est vraiment ça. La mauvaise nouvelle, c'est que à partir lorsqu'on a déjà atteint un certain niveau, en fait, les produits éclaircissants, en fait, ça abîme la peau, ça brûle la peau. Et à un moment donné, la peau, elle est pourrie. Carrément. Et donc, c'est à ce niveau-là, il y a des personnes qui commencent à avoir le cancer de la peau. Donc, à un moment donné, on ne sait plus reculer. C'est fini. La peau, elle est abîmée. Tout ce que moi, je peux conseiller, ce serait dans ce cas-là, de continuer à nourrir la peau, à hydrater la peau, mais maintenant de dire qu'après 30 ans, de faire marche en arrière, c'est trop tard. Mais cette volonté surtout de les personnes qui commencent à peine, ou alors la nouvelle génération, de commencer à alerter. C'est surtout ça, en fait. Moi, mes oreilles, ça va vraiment être dans ce contexte d'éducation. On va déjà commencer à éduquer. Donc, au plus ils sont jeunes, au plus tu éduques, ils ne vont pas faire exactement la même chose. Mais les personnes qui sont déjà dans ce délire, moi j'appelle ça un délire, qui sont déjà dans le délire d'éclaircissement, ce sont des personnes, c'est un peu comme la drogue, c'est pas évident d'arrêter. Ces personnes, non, c'est pas possible d'arrêter. Parce qu'une fois qu'elles vont arrêter, elles vont avoir un teint un peu plus sombre, elles vont se dire « Oh non, j'ai noirci ». Mais non, tu n'as pas noirci, c'est ton teint. Tu vois? Donc du coup, psychologiquement, c'est comme si c'était quelque chose d'horrible, mais en fait, à la base, elles sont comme ça. Donc, bien évidemment, c'est aussi de prêcher ces personnes, en fait, de dire « Arrêtez, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà les conséquences. » Le cancer de la peau qui pourrit. Il y a des personnes, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des personnes, la peau a une odeur. Tout simplement parce que la peau, elle est pourrie. Et donc, elle dégage une odeur un peu, parce que, c'est la peau. C'est un organe, ça respire. Une fois qu'elle est pourrie, elle va dégager une certaine odeur. Donc, de dire à ces personnes, arrêtez. Et surtout, d'éduquer la nouvelle génération, d'éduquer les femmes qui n'ont pas encore commencé, de dire, ne le faites pas parce que, attention, danger. Alors, c'est vraiment, moi, je ne sais pas pour vous, vous tous qui nous écoutez, là, en ce moment, moi, je suis extrêmement choquée. Je ne savais pas que la peau pouvait sentir mauvais, justement, par rapport à l'utilisation de produits. Je savais qu'on pouvait sentir mauvais si on ne se lave pas, c'est logique. Mais de là à dire qu'après avoir utilisé des produits éclaircissants, la peau a une odeur, je suis extrêmement choquée. Alors, malheureusement, il n'y a pas des campagnes, des grandes campagnes. Autant on fait des campagnes justement pour promouvoir les produits éclaircissants, autant il n'y a pas de campagne justement pour promouvoir justement des produits naturels ou alors pour éduquer dans le sens qu'on n'utilise pas les produits éclaircissants. En plus, maintenant nous sommes en 2021, pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est dans la communauté, les produits maintenant, c'est plus des crèmes pour éclaircir, ce sont des gélules. Les femmes utilisent des gélules 3 fois par jour
pour éclaircir. Et ça, c'est encore pire. On ne sait pas ce qu'elles avalent, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Franchement, j'aimerais quand même, vous, en tant que spécialiste, quel est le mot que vous pouvez dire à ce niveau-là? Parce que autant pour la peau, ça brûle, ça sent mauvais et on ne peut plus récupérer avec les produits justement de vos plateformes. Autant pour les gélules, est-ce qu'on peut faire quelque chose encore? Ben, c'est pourquoi aujourd'hui, 3 ans après que le business a été lancé, on a beaucoup de ces personnes qui reviennent vers nous avec, voilà, elles ont dépigmenté leur peau, donc elles sont en mode au secours, je ne sais rien faire. Ben, bien évidemment, nous ne sommes pas des dermatologues, donc moi je ne suis pas dermatologue, mon mari n'est pas dermatologue, donc c'est pourquoi aujourd'hui nous répondons à ce besoin parce que nous travaillons directement en lien avec des cliniques pour la peau, avec des dermatologues spécialisés dans le problème de dépigmentation de peau, dans des problèmes de peau. Donc nous travaillons maintenant en lien avec ces spécialistes, ces experts de la peau. Donc lorsqu'on a des personnes comme ça, des femmes qui viennent vers nous avec ces gens de besoins en mode au secours, catastrophe, à l'aide et tout, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment les tenir par la main comme des enfants. On va vraiment les tenir par la main. On va dire maintenant, il faut aller consulter un dermatologue. Il fallait consulter. Et voilà ce qu'il faut faire. Ça ne sert à rien de commencer à acheter. Ça nous arrive de dire à des personnes, n'achetez pas des produits sur notre plateforme. Ça ne va pas fonctionner. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire? On va vous mettre en lien directement avec un dermatologue, avec un spécialiste de la peau, et lui, il pourra vous aider. Donc, en fait, on joue aussi ce rôle. On n'est pas là justement pour se dire, bah, OK, d'accord, on va vendre les produits et puis au revoir, bye bye, on se revoit au prochain achat. Non, on va continuer, on va vous aider. Jusque, allez, s'il faut être en contact avec un dermatologue, on va le faire avec vous, puisqu'on va faire le suivi. C'est quand même assez effrayant. Franchement, je pensais au moins que la peau était récupérable, mais là, c'est quand même assez délicat. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir que derrière, en tout cas, voilà, c'est des produits, on les achète, c'est du business. Derrière ce business, il y a le côté aussi éducatif. Ben, le côté conseil, c'est quand même, c'est du conseil, hein, clairement, qui est quand même prioritaire pour vous parce que la santé des clients, c'est le plus important. Je pense que c'est même pas l'argent d'abord, c'est même Missouri, hein, c'est un problème d'abord de santé. Donc, comment est-ce que notre peau, justement, et comment est-ce que notre peau vit, respire? Vous disiez qu'on respire, notre peau respire toutes ces choses. On ne les connaît pas. Donc vraiment, moi, je ne peux qu'applaudir donc la démarche, en tout cas de Missouri, et de toutes les personnes aussi qui conseillent. Parce que parfois aussi, il y a les parents, la famille qui dit non, tata, arrête, c'est bon, non, ceci, cela. Il y a aussi ce côté-là aussi qui est très... c'est dur, hein, les gens n'écoutent pas, ils ne veulent pas écouter parce qu'ils se disent, mon Dieu, je vais devenir noir, mais c'est pas possible. Tout le monde va me voir, on m'a vu clair, et voilà, on va me voir noir. Et donc, les gens n'osent vraiment pas revenir en arrière, alors que c'est ce qui peut quand même quelque part les sauver. En tout cas, pour cette partie qui concerne vraiment la dépigmentation, on va profiter justement de cette plateforme pour vous dire, s'il vous plaît, arrêtez les produits quand vous avez une belle peau. Quand vous n'avez même pas de taches, il y a des gens, ils ont une peau noire, ébène. Il n'y a rien, il n'y a pas de taches, comme des Sénégalais. Et ils vont quand même aller faire des produits pour claircir. S'il vous plaît, arrêtez ça. Je vais profiter pour lancer une petite anecdote. Un jour, je prenais le train et il y avait un groupe de tontons qui passaient et ils m'ont dit, ma fille, ta peau est très jolie. S'il te plaît, ne fais pas comme moi. Regarde, ne fais pas comme moi. Et je ne vais jamais, jamais, jamais oublier ce que cette bande de tontons-là m'ont dit parce que eux, ils étaient 3-4 et leur peau, je peux vous dire, c'était entre le vert, le jaune et le bleu. Je ne peux même pas vous dire. Donc vraiment, voilà, c'était le petit message. En tout cas, pour poursuivre, donc, on va quand même poser des questions maintenant concernant le business. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous êtes encore là, MyTube et toutes les autres personnes, qui demandaient qu'on parle maintenant d'argent. Alors, on va parler d'argent, puisqu'on est là pour le business. Comment est-ce qu'on développe donc une entreprise, en tout cas dans les cosmétiques, et est-ce que ça rapporte tout de suite gros? On sait qu'il y a le gros lot derrière, mais est-ce que c'est tout de suite lorsqu'on se lance? Ben, tout de suite, je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas comme pour toute société, d'ailleurs, pour toute entreprise. Il faut prendre le temps. C'est un peu comme un bébé. Hein. C'est un peu comme un bébé. Un bébé qui vient de naître, il ne va pas directement commencer à marcher, à courir, à parler. Donc, on va d'abord façonner le business. On va trouver le bon business model. Il ne faut pas oublier le business model parce que parfois, lorsqu'on arrive dans le business, nous, quand on a commencé, on s'est dit, plateforme, on va vendre les produits.
Mais aujourd'hui, le business model, il est différent. C'est pas seulement une plateforme qui va vendre des produits, mais c'est une plateforme qui va aussi participer dans l'éducation. Donc, en fait, le business model, en fait, on va prendre le temps de façonner son business model. Donc, on ne commence pas directement le premier mois, la première année à avoir un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Pourquoi pas? Mais pour avoir un chiffre d'affaires de 100 000 euros, il faut savoir que on a investi pour avoir un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Donc, on ne va pas investir 1 euro pour avoir un chiffre d'affaires de 100 000 euros. On va investir à la hauteur du chiffre d'affaires qu'on aimerait bien faire. On est bien d'accord à ce niveau-là. Maintenant, pour créer une société, au départ, bien évidemment, les premiers mois, on prend le temps d'étudier son marché, on prend le temps de comprendre le business. Comme je dis, moi, je suis comptable. C'est vrai qu'en termes de chiffres, je vais comprendre un peu c'est quoi le chiffre, je vais comprendre c'est quoi un bilan. Je vais très vite comprendre. Maintenant, une fois qu'on est dans le business, c'est là qu'on se dit, ah, ok, d'accord, ça se passe comme ça. Il faut investir. Il faut penser marketing, il faut penser toutes ces choses. Surtout lorsqu'on est dans un business comme le mien, on avait tendance à se dire, ben non, les femmes noires, il suffit qu'on dise que c'est une plateforme pour les femmes noires et tous les femmes noires viendront acheter. Oh non, 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 ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Bien évidemment, il faut vraiment prendre le temps de façonner son business. Il faut être patient. Moi, je crois qu'il faut être vraiment patient. La patience. Alors la patience, effectivement, justement, ça me permet de poser la question suivante. À partir de quand est-ce que allez, je vais pas dire on a la somme conséquente pour voilà commencer à vivre comme il faut. Du moins, à partir de quel moment on commence à voir les fruits de son travail, quoi. À partir de quel moment? Il y a des gens qui disent que pendant 3 à 6 mois, il n'y a aucune entrée d'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe? Comment est-ce que, selon votre expérience, comment est-ce que vous, justement, vous avez vécu ça? La première année, on n'a pas eu d'entrée pour vraiment la première année. Voilà, la première année, on n'a pas eu d'entrée du tout, mais en fait, on a investi dans la société, mais surtout investi sur nous-mêmes. On a investi sur nous-mêmes, on a trouvé, enfin, on s'est dit, ok, d'accord, on a des lacunes dans tel domaine, on va se former. Pour ne pas, par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas experte en marketing, mais lorsqu'on me parle marketing, lorsque je vais voir un consultant en marketing, tout ce qu'il va me dire, je vais comprendre parce que j'ai investi dans moi-même d'abord. La première chose. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas être pressé de se dire que je vais directement récolter beaucoup d'argent parce que d'ailleurs, la preuve en est qu'on n'avait pas arrêté nos boulots, on a continué à travailler à temps plein. Donc, j'ai continué à travailler en tant que comptable à temps plein, maman de 3 enfants, un mari. Et donc, voilà. Et donc, j'ai dû gérer tout cela, mais en fait, j'ai continué quand même comme un bébé. Je me disais, Missouri, c'est vraiment, c'est comme un être cher. Donc, je vais lui donner tout ce dont il a besoin. Je vais lui donner tout ce dont il a besoin. Missouri, il va avoir besoin de ça. Je vais lui donner, je sais qu'à un moment donné, je vais récupérer, mais la première année, on a eu 0 rentrée. J'ai comme l'impression que vous étiez prêt quelque part à ne pas avoir d'argent la première année. Si tel est le cas, comment est-ce que vous avez fait pour vos charges personnelles, d'abord, votre vie, voilà, votre vie de famille? Est-ce que vous avez épargné avant ça? Vous avez dit, OK, cette partie-là, c'est pour 1 an, on touche pas. Comment est-ce que vous avez géré, en fait? D'ailleurs, vous ne saviez peut-être pas si ça allait durer 1 an ou plus, ou peut-être moins. Comment est-ce que vous y êtes pris vraiment? Quelle a été votre stratégie, en tout cas? C'est vrai qu'on a, notre première stratégie, ça a été de se ruiner, tout simplement. Donc, voilà, on n'avait plus de compte épargne, on n'avait plus rien, mais on a passé quand même beaucoup, on lit beaucoup, mon mari et moi, donc on lit énormément, donc on était déjà préparés. On sait que lorsqu'on commence, on va beaucoup investir. Donc, l'investissement, ça ne nous fait pas peur, en fait. On sait qu'en fait, que lorsqu'on investit, on sait que d'une certaine manière, à un moment donné, on va quand même récupérer. Donc, en fait, on a juste réorganisé nos finances, on a continué à travailler et pour pouvoir voilà, prendre, pour pouvoir voilà, gérer nos charges quotidiennes de la maison, nos hypothèques et tout, mais surtout, en fait, on s'est organisé financièrement. On a une organisation à la centime près, on devait s'organiser. Oui. Exceptionnel quand même. Vous étiez prêt psychologiquement. Moi, je retiens ce que vous venez de dire, c'est que vous avez beaucoup lu. C'est comme si vous étiez déjà prêt à ce que
y ait cette traversée du désert. Donc finalement, c'était pas si dur que ça parce que vous aviez mentalement accepté le fait qu'il y aurait une période de difficulté, mais pour mieux réussir derrière. Alors, on a quand même quelques questions. Donc, il y a MyTune qui demande, alors, comment est-ce que vous avez investi? Avec quelle économie? Est-ce que vous avez fait des emprunts bancaires? Quelles ont été vos difficultés? On s'est misuré avec 3 000 euros. Juste pour donner le montant. Voilà, 3 000 euros. On a commencé avec un tout petit budget. En fait, un tout petit budget, c'était nos économies personnelles, déjà nos économies de couple. Donc, en fait, on a économisé tout ce qu'on avait. On a pris tout ce qu'on avait, on a investi dans les oreilles, la création du site internet. Donc, en tout cas, les premiers frais, on les a fait tout seul. Donc, on allait travailler, on avait notre salaire, on devait payer, on payait notre hypothèque, tout ce qu'il faut pour la maison. Et on devait aussi mettre de l'argent dans Missouri, qui provenait de nos salaires. En fait, on s'est vraiment discipliné de pouvoir, la première année, de financer Missouri nous-mêmes. Et bien évidemment, à partir de la deuxième année, une fois quand on a commencé à avoir un bilan, un chiffre d'affaires, on est parti auprès des banques qui nous ont refusé d'ailleurs, bien évidemment, comme tout le monde, comme tout le monde. Les banques, on a trouvé la famille, on a demandé à la famille nous a aidés pour continuer jusqu'à aujourd'hui. Waouh. Alors, je vais quand même profiter pour saluer toutes les personnes qui viennent d'arriver. Nous avons Afrique en marche, nous avons Monsieur Mengui, je pense, qui est le cofondateur de Missouri, si je ne me trompe pas. Attention, j'ai fait beaucoup de recherches. Et nous avons toutes les personnes. En tout cas, on vous remercie d'être là. On vous demande de partager l'émission, de liker, de commenter avec nous. Et vraiment, ce parcours très, très enrichissant. Alors, bien évidemment, on va quand même vous présenter Missouri B. Donc, B parce que c'est en Belgique. Ou bien BE, je pense. Voilà. Voilà, BE. Alors, n'hésitez pas. C'est vraiment une plateforme où il y a tous les produits, mais vraiment pour tout type de peau noire à métisser. Donc, vraiment, peau sèche, peau à tendance acnéique, il y a de tout. Vraiment, j'ai regardé, j'ai fouillé. Je pense que personne ne peut arriver là-bas et se dire non, moi, ma peau, c'est que votre peau, elle est transparente. Mais en tout cas, vraiment, il y a tout là-bas. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil parce que quand même, Missouri, voilà, c'est par des Noirs, pour des Noirs. Donc, il est temps qu'on apprenne à acheter chez nous. Alors, ce qui m'emmène aussi à poser une question à notre cher entrepreneur. Pourquoi est-ce que les produits africains, en tout cas dans les cosmétiques, ce que je constate, faits par des Noirs, sont assez chers? Vous trouvez? Alors, juste... moi, je pense que tu n'as pas fait très bien tes recherches. Alors, je vais quand même étayer mon propos. D'accord. Admettons, là, tout de suite, je rentre dans Carrefour ou dans Lidl et je trouve des crèmes. Je peux trouver une crème à 2 euros, je peux trouver une crème à 5 euros, je peux trouver une crème à 10 euros. Dans les produits africains cosmétiques, j'ai du mal à trouver des produits à bas coût, à part si c'est des produits éclaircissants. Donc ça, c'est un peu ce que moi, c'est un peu le constat que j'ai fait. J'ai profité pour aller aujourd'hui. On est reconfiné à Paris, je sais pas pour vous, mais j'ai jeté un œil. Je me suis dit, allez, j'allais regarder quand même. Et je trouve que les produits éclaircissants, justement, sont moins chers. Les produits, en tout cas, voilà, de bonne qualité, comme vous dans votre plateforme, sont plus élevés. Qu'est-ce qui fait justement cette disparité et comment est-ce qu'on peut trouver des produits moins chers, en tout cas? La première chose, ce sont les ingrédients, déjà, premièrement. Donc, le produit que vous allez acheter au Lidl à 3 euros, j'aimerais que vous puissiez lire les ingrédients, en fait. C'est pas parce que c'est mis produit à base d'ingrédients naturels que d'office, ce n'est pas nocif pour la peau. On est bien d'accord. Donc, vous allez regarder les ingrédients et puis vous allez regarder aussi les personnes, l'histoire derrière, en fait. On a des produits, c'est vrai qu'on a des produits quand même d'un certain prix, d'un certain montant. Mais lorsque vous utilisez ce produit, vous êtes sûr, en fait, que vous n'aurez pas des problèmes. Donc, si vous achetez votre crème éclaircissant à 10 euros et qu'après, vous souffrez d'hyperpigmentation, vous souffrez de peau dépigmentée, ça va vous coûter plus cher à long terme, puisque vous allez aller chez le dermatologue, vous allez acheter des tas de produits pour se faire soigner. Ça vous reviendra beaucoup plus cher, en fait. Tout simplement, c'est une histoire d'ingrédients, tout simplement. Alors, si je comprends bien, mieux vaut investir dans une crème qui coûte, on dirait, disons, une vingtaine d'euros
qui rapporte un budget et en fait, on investit sur notre santé, en fait, quelque part, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Bah, en tout cas, je suis très contente d'entendre ça. Pour moi, c'était vraiment de comprendre pourquoi est-ce que les produits, en tout cas faits par des créateurs, sont beaucoup plus chers. Après, derrière, je pense aussi, il y a aussi la rémunération. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont derrière. Comme je donnais l'exemple d'une crème qu'on vend à Carrefour ou tout ça. Bon, c'est souvent des machines, c'est fait un peu à la va-vite, où il y a très peu d'ingrédients naturels et il y a plus d'eau, on va dire, ou plus de colorants, enfin, toutes ces choses. Donc, est-ce que ça aussi, ça joue aussi justement sur le prix du produit? Bien sûr, ça va jouer sur le prix du produit et surtout parce que pour les produits qui sont faits par des afros, on n'a pas encore aujourd'hui, à ce jour, on n'a pas des structures, des grosses structures qui pourraient éventuellement investir dans ces entreprises. Voilà. Donc, les personnes qui créent leurs produits sont parfois seules, sans emprunt bancaire, puisque parfois les banques voilà, ne suivent pas toujours lorsque on est au début d'un business. Donc, du coup, il manque des structures solides qui pourront se dire bah, aujourd'hui, on va investir, je sais pas, on va investir 10 millions dans la société, d'une marque de Anne, par exemple, dans ses produits. On va investir, on va permettre à Anne de produire des produits de qualité à un prix raisonnable. Ça n'existe pas encore pour le moment. Mais ça sera pour pas très longtemps puisqu'on y réfléchit déjà. C'est super, justement, ça me permet justement de rebondir sur justement le sujet. Comment est-ce qu'on peut contrecarrer les grandes multinationales qui s'emparent de ce business très juteux? À un moment donné, je pense que quand il y a beaucoup de créateurs, même s'ils sont sur une plateforme ne suffit pas. Parce que ces multinationales-là, elles sont en Inde, elles sont aux États-Unis, elles sont en Afrique où il y a tous les produits naturels, où justement on prend les produits, c'est de là-bas que sont tirés les produits pour faire toutes ces crèmes qu'on voit dans le monde, l'aloe vera, moringa, j'en passe. Tout est là-bas. Donc comment est-ce que, ou quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place dans la diaspora comme sur le continent, parce qu'il faut penser aux deux côtés aussi. Peut-être que justement, il faut qu'il y ait une sorte de lobbying, je ne sais pas, international, panafricain. Je crée des mots là, hein, mais juste pour vous dire qu'il faut qu'on trouve un moyen vraiment de contrecarrer. Ces gens ils sont trop nombreux, ils ont beaucoup de budget, ils ont de la publicité, et malheureusement, nous, en tant que Noirs, on est très fans de leurs produits. Sans vous mentir, même moi, il y a des produits, je crois la marque Dove, j'aime beaucoup, ça sent hyper bon. Et si un jour, il y avait un Africain qui créait ce produit-là, ou qui, justement, des Africains qui reprennent justement ces odeurs qu'on aime tant, avec lesquelles on a grandi, auxquelles on est habitué, mais je me ferais un plaisir d'aller l'acheter là-bas. Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais justement, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour s'emparer de ce grand marché qui est le nôtre, tout simplement? Vous savez, il y a deux choses qu'il faudrait faire là. Deux choses qu'on a vraiment identifiées. La première des choses, l'Africain aujourd'hui, malheureusement, c'est comme si on nous a dit que tous les produits qui sont faits par les Africains n'étaient pas bons. Les seuls produits qui seront bons pour nous, ce sont des produits Dove, par exemple. Si vous regardez Dove de près, au niveau campo, parfois, c'est pas vraiment ça. On est bien d'accord. Mais par contre, en fait, c'est quelque chose déjà de psychologique pour moi. C'est vraiment c'est psychologique. Donc, en fait, on nous a fait croire que dès qu'un Africain crée quelque chose, ce n'est pas assez bien, ce n'est pas assez bon. Mais lorsque ça vient de Dove, lorsque ça vient de Nivea, ça vient de ce genre d'entreprise, bien évidemment, c'est bien. C'est déjà quelque chose que nous-mêmes, déjà, psychologiquement, on doit déjà changer. C'est d'abord, en fait, c'est mental, c'est psychologique. Et la deuxième chose, tellement qu'on nous a dit qu'en fait, que l'Africain ne crée pas des produits qui sont bien pour lui, forcément, en fait, on ne s'engage pas, on n'investit pas suffisamment dans ce business. En fait, on l'a laissé le business. Et ça, je suis sûre que c'est une stratégie commerciale. On a abandonné ce business. On s'est dit, ça ne nous concerne pas. D'ailleurs, on ne peut pas créer des produits qui sont bien. Donc, psychologiquement, mentalement, c'est quelque chose qu'à un moment donné, il faudrait un déclic. Il faut un déclic de se dire non.
Je suis capable, je suis Anne, je suis capable de créer une grande société avec des produits cosmétiques qui soient très bien, avoir des financements, créer un peu comme j'aime bien Dove. Je peux créer ces genres de produits, je peux être à la hauteur de ces créateurs, de ces grandes entreprises. Mais lorsqu'à chaque fois, on va penser, on va se dire, non, mais je vais faire un tout petit truc parce que oui, mais bon, il y a le Dove. C'est ça aussi la difficulté aussi, c'est ça aussi le challenge d'un entrepreneur. Un entrepreneur ne peut pas se dire, mais moi j'arrive avec mon petit business parce que sur le business, il y a déjà des grands. Non, je suis Missouri, je suis là les gars. Si vous allez vous partager la part du gâteau, eh bien moi aussi, je serai sur la même table que vous parce que je vais faire exactement les choses. Non seulement je vais faire comme vous, mais je vais faire aussi mieux que vous. Parce que je comprends, je suis noire déjà premièrement, je comprends les problèmes de noir. Vous ne comprenez pas forcément, vous avez besoin d'engager des personnes pour venir comprendre, même moi je comprends. Alors, je veux me positionner en disant, hé, les gars, je suis là. Lorsque vous allez vous partager le gâteau, eh ben, moi aussi je serai là, le partager avec vous. Je crois que c'est ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une question de mindset aussi, c'est une question de mindset. Alors, beaucoup d'entrepreneurs, je parle beaucoup avec des entrepreneurs dans les cosmétiques, elles créent toutes le même savon. Pourquoi vous créez tout le même savon? Parce que j'ai vu l'autre créer, alors je me suis dit, non, pourquoi? Déjà se poser le pourquoi. Et une fois que nous tous, en tant qu'entrepreneurs dans les cosmétiques, on aura un mindset assez solide, je t'assure qu'on fera la différence. Je suis obligée d'applaudir, hein. Mais c'est tellement puissant ce que vous venez de dire parce que effectivement, je pense que derrière tous ces phénomènes, ces problèmes en tout cas qu'on rencontre par rapport à ces grandes entreprises, je pense qu'il y a vraiment le complexe de l'Africain. Le complexe de on a toujours dit que nous étions les derniers, on a toujours montré qu'on était en bas, on nous a toujours montré comme la misère du monde, alors nous le sommes vraiment. J'ai l'impression que beaucoup d'Africains, en tout cas, ont accepté la vision que les autres projettent de nous et ont de nous. Alors vraiment, je pense que ce que vous venez de dire là, il y a quelques instants, c'est hyper, hyper important. Qu'il y ait des leaders, des femmes, entrepreneurs, même des tatas, des mamans qui sont à la maison. Il y en a plein qui savent faire des crèmes. Elles les font elles-mêmes. Elles font des trucs géniaux. Il y a plein de vidéos sur YouTube des femmes qui, depuis chez elles, créent des produits et tout. Regroupez-vous, regroupons-nous. Il y a des associations, il y a des réseaux africains, il y a plein de choses. Des réseaux dans la diaspora. Il y a plein de manières de pouvoir reconquérir ce marché. Encore une fois, nous connaissons notre peau, nous connaissons nos problèmes, nous connaissons justement ce que nous aimons. Par exemple, je parlais d'odeurs tout à l'heure. Nous savons quelles sont les odeurs qui nous plaisent le plus. Il y a des odeurs vers lesquelles on ne va pas forcément se tourner tout de suite. Un exemple, si on nous propose des crèmes à la fraise, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui vont se tourner vers là, vous voyez? Alors qu'il y a certaines odeurs vers lesquelles on est plus enclin. Donc, on connaît quand même notre culture, enfin nos cultures. Et c'est un gros, gros, gros avantage. Donc, rien que ça, déjà, ça peut permettre à beaucoup d'Africains qui aimeraient se lancer d'être leaders dans le business. Alors, il y a quand même quelques questions. J'ai vu une question très intéressante pour vous, Charlène Bouilly. Il y a Stéphanie Malungu, qui demande « Comment faites-vous pour séparer la vie de couple de la vie d'entrepreneur ?» Effectivement, c'est une question très intéressante parce que votre mari et vous êtes associés. Donc, vous êtes tout le temps dans le business. Quand vous parlez à la maison, je pense après le repas ou même pendant le repas, c'est business. Comment est-ce qu'à un moment donné, vous faites pour lâcher un peu du lest? Comment est-ce que vous y retrouvez? En plus, vous avez 3 enfants, donc comment est-ce que vous gérez ça? J'avoue qu'on parle business tout le temps. L'entrepreneuriat, ça fait partie de notre famille. On a déjà commencé à le transmettre aux enfants aussi, également. Mais on prend le temps aussi pour nous. Et à un moment, on se dit, bah, maintenant, on va arrêter. Parce que voilà, on ne peut pas continuer à parler tout le temps entreprise. Même si c'est vrai que c'est le cas. J'avoue qu'on parle entreprise tout le temps. On parle de l'entreprise, on parle de l'entrepreneuriat, de développer l'entrepreneuriat. Mais il faut dire que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. En fait, on est fort engagé dans l'entrepreneuriat. Ça fait partir de nous, en fait, fin de compte. En fait, on n'arrive même pas à se dire, oh ben non, on délaisse le couple à l'entrepreneuriat. Ça fait partir de nous. C'est un ensemble de tout. C'est un ensemble de tout. Ben, bien évidemment, on a nos moments de qualité. Il faut avoir nos moments de qualité. Mais l'entrepreneuriat, j'avoue franchement que c'est quelque chose qui fait aujourd'hui partie de notre famille.
tout simplement. Bah, c'est génial déjà d'être en couple avec un entrepreneur parce qu'on dit souvent que lorsqu'il y a une des personnes qui n'est pas entrepreneur, elle comprend pas justement bah, toutes ces nuits blanches, toute cette volonté de lire, de comprendre, de s'améliorer, toute cette volonté, par exemple, de dépenser de l'argent dans le marketing. Une personne qui ne comprend pas le business, mais va dire, mais c'est du gaspillage d'argent, de temps et d'énergie. D'ailleurs, même, il y a beaucoup de gens qui ont été justement découragés comme ça et qui sont repartis dans le salariat. Je connais quelques personnes qui ont tenté un business et puis, bon, comme derrière, il y avait la famille justement qui décourageait, bah, elles sont reparties dans le salariat. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez fait face justement à une période d'un peu de doute par rapport à ce projet, même si vous êtes parti d'un besoin, donc vous avez qu'il y avait un problème auquel vous vouliez répondre pour vous-même et ensuite pour la clientèle. Mais est-ce que vous avez un peu été bousculé par des doutes, surtout de votre entourage à un moment? Bah, bien sûr, bien sûr. Je crois que tout entrepreneur vous dira qu'à un moment donné, on va douter. Maintenant, c'est vrai que mon mari et moi, enfin, la force qu'on a, c'est un peu, on est complémentaires en fait. On est complémentaires. Bien évidemment, lorsque moi je suis down, je me dis non, ça va pas. C'est lui qui est là, qui va un peu bousculer, tu vois, qui va bousculer, qui va dire mais non, comment, relève-toi, tu peux le faire. Il est toujours là pour pousser. Lorsque moi je me dis non, maintenant non, c'est pas possible. Il est toujours là pour dire maintenant t'es meilleur, tu peux y arriver. C'est vrai qu'on a ce côté hyper complémentaire. On est une vraie équipe. Donc du coup, lui ne pourra pas dire, si lui dit qu'il veut arrêter, moi je serai là pour lui dire ah non, mais t'as pas intérêt. Moi si je veux arrêter, il va me pousser, il va tellement me pousser derrière que en fait il faut dire qu'en fait on est là pour se soutenir en fait. C'est important de se soutenir et surtout d'être bien entouré, bien entouré. Bien évidemment, tout le monde, notre entourage ne va pas forcément comprendre ce qu'on fait, mais le plus important en tant qu'associé, en tant que cofondateur, on comprend exactement, on a la même vision, on sait où on va et on continue. Bah, c'est super parce que ça me permet justement de poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Vous avez parlé de vision. Ça veut dire que derrière, ce n'est pas seulement une volonté d'avoir juste une plateforme où les gens se retrouvent. Je pense que derrière, il y a une grosse ambition que vous êtes en train sur laquelle vous travaillez depuis des années et que vous êtes en train de justement de développer. Euh, Quel est ce facteur ou alors ces différents facteurs qui vous font tenir, qui vous font vous dire, même quand c'est dur, même quand on n'a pas atteint les résultats qu'on voulait à telle période, on tient bon. Est-ce que c'est quand vous voyez tous ces gens qui ont ces problèmes de peau, par exemple? Est-ce que c'est le fait de savoir qu'il y a beaucoup d'argent derrière, hein, je pose toutes les questions, hein. Quelle est vraiment cette chose à laquelle vous vous accrochez, qui vous fait tenir bon? La première chose qui nous fait vraiment tenir bon, c'est de se dire, on s'est toujours dit, notre objectif, c'est de pouvoir laisser un héritage. On s'est dit, on doit laisser un héritage, pas seulement pour nos enfants, mais pour les générations futures, pour nos générations. Donc, il n'y a pas que nous, donc tout le monde. On aimerait laisser, en fait, une empreinte. Ouais. Que même si aujourd'hui, on n'est pas là, même si Cédric n'est plus là, moi, je ne suis plus là, que Missouri puisse rester, qu'on puisse laisser au monde quelque chose, qu'on puisse laisser à l'Afrique quelque chose, qu'on puisse être de rôle modèle pour nos enfants, nos sœurs, nos familles. Mais bien évidemment aussi lorsque je vois la plupart des clientes qui reviennent avec du feedback, merci beaucoup. En fait, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir. Je me dis, oh là là, on participe à quelque chose. On aide. Voilà, mais c'est vraiment ces deux points-là, mais surtout de se dire, on veut laisser une société pérenne, on veut laisser un héritage, on veut créer une société familiale qui sera là. On aimerait, enfin, bien évidemment, dans 200 ans, on ne sera pas là, mais dans 200 ans, Missouri devrait être là. C'est ça qui nous donne en fait la force en fait, de nous dire, on doit continuer, on doit tenir bon, on doit donner tout ce qu'il faut, on va mettre toute notre énergie, toute notre force, bien évidemment, pour laisser cet héritage, pour laisser cette empreinte pour les générations à venir. Très, très, très beau message. Je pense que ça, c'est un peu le côté, on va dire, on sort un peu maintenant de l'entrepreneuriat. Il y a ce côté vraiment, voilà, on a envie de contribuer à sa communauté parce qu'on connaît l'histoire, on connaît aussi les enjeux qui sont à venir. On sait que, voilà,
dans 20 ans, 30 ans, 2030, pardon, 2050, il y aura des gros enjeux internationaux et tout se passera sur le continent. Je pense que vous êtes à même de savoir tout ça. Donc, il y a tout ça aussi qui fait que derrière, vous savez que cette vision ne doit pas tomber à l'eau, mais elle doit justement continuer. Alors, moi, je ne vais pas vous garder longtemps parce que je sais qu'il y a aussi justement plein de choses derrière qui vous attendent. Mais pour terminer, je vais vous poser une question très, très simple. Comment est-ce que vous pouvez aider là ce soir une personne qui a envie d'entreprendre et qui peut-être néglige ses capacités? On a parlé tout à l'heure de ce complexe d'infériorité. Et comment est-ce que vous pouvez motiver justement un entrepreneur qui s'est lancé et qui se dit non, 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 là, je repars où j'étais, c'est plus possible. Quel est le message justement d'encouragement que vous pouvez apporter ce soir? Moi, je dirais, si vous avez foi en vous, vous avez foi à votre projet, vous avez foi à ce que vous allez offrir, il ne faut surtout pas lâcher. Quitte à prendre contact avec d'autres entrepreneurs. Parfois, on a l'impression que les personnes qui sont déjà un peu plus loin dans leur business n'ont pas le temps, mais ça fait plaisir. Moi, je contacte des entrepreneurs que je sais qui font plusieurs millions. Je contacte, je dis, j'ai besoin que vous m'aidiez sur un point. Et ces personnes sont toujours disponibles. Alors, ne restez pas seul dans votre petit coin, même si c'est dur. Oui, ça peut être dur, mais prenez contact. Vous pouvez même prendre contact avec moi si vous voulez. J'ai une dose d'énergie, je pourrais vous challenger. On pourrait se challenger ensemble. Mais en tout cas, ne lâchez rien. Ne lâchez surtout rien. Surtout rien. Alors, vous avez entendu, vous pouvez prendre contact avec Madame Charlène Bouilly. Vous pouvez la contacter. Les conseils, hein, on a besoin de conseils quand on se lance, évidemment, ou quand on ne s'est pas lancé, on a besoin de motivation, justement. Vous avez les contacts aussi, justement, de l'entreprise, donc qui est missouri.be, parce que c'est en Belgique. En tout cas, ça a été un honneur, un plaisir, vraiment, de vous accueillir. On espère vous recevoir peut-être en 2022, je ne sais pas. On espère vous recevoir d'ici là. Et en tout cas, on va continuer à suivre votre actualité, voir comment se porte Missouri, quels sont aussi les projets, les différents projets que vous avez. Alors, ça me permet justement de vous donner le mot de la fin, de nous dire l'actualité pour 2021. Pour 2021, on va avoir beaucoup de changements déjà par rapport à l'offre. Donc, j'avais déjà parlé de cette offre avec les experts de la beauté avec qui nous allons vraiment travailler main dans la main. Donc, les personnes pourront même booker leur rendez-vous avec un dermatologue, avec un expert de la peau directement sur la plateforme Missouri. Donc, avoir des conférences calls, pouvoir avoir des consultations et même des consultations à partir de notre plateforme. Donc, nous sommes en train de préparer quelque chose de magnifique pour 2021 en tout cas. Bien évidemment, toujours dans le développement du business, vu que maintenant, nous évoluons, nous continuons à évoluer et si tout se passe bien, nous allons avoir aussi un Missouri en Afrique, un peu partout en Afrique. Parfait, en tout cas, merci pour ce mot de la fin. On va vous quitter sur ces belles phrases. L'entreprise, donc, c'est Missouri, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Le site, il est très, très joli, mais les produits aussi sont très bons. Donc, n'hésitez pas à aller soutenir une femme de la communauté. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Merci à toutes les personnes qui ont commenté, qui ont dit quelque chose, qui ont apporté leur encouragement justement à cette chère entrepreneur et qui ont partagé l'émission. On vous laisse partir et on vous dit à très, très, très bientôt, Charlène Bouilly. À bientôt. À bientôt, merci. Merci infiniment à vous, comme toujours, vous avez été présents, vous avez partagé, commenté, liké, enfin bref, tout ce qu'on aime. En tout cas, je vous remercierai jamais assez. À vendredi prochain. On continue, l'aventure continue. À bientôt.